DHM TV, vivez une excellente aventure télévisuelle. Mesdames et messieurs, en vos rangs grades et qualités, merci d'avoir fait le déplacement aussi nombreux ce matin. Ce matin, la thématique qui nous réunit ici est essentielle pour la vie démocratique de notre pays. Il ne peut pas avoir d'élections transparentes sans révision électorale. Pour nous, c'est le départ de toute activité démocratique, parce que lorsqu'on n'est pas sur le corpus électoral, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas être électeur, à plus forte raison être candidat. 112 heures après le lancement de la révision, nous avons décidé d'inviter celui-là même qui est en charge d'organiser les élections, qui a la lourde charge d'ailleurs d'organiser les élections. Je ne souhaiterais pas être à sa place en ce moment parce qu'il a toute la pression et il le sait si bien. Et nous avons décidé en tout cas de l'inviter ce matin pour qu'il nous entretienne sur la révision électorale. Qu'est-ce que c'est que la révision électorale? Le mode opératoire, à quoi doit-on s'attendre, etc. Beaucoup de choses se disent ça et là, sur les réseaux sociaux, dans nos différentes communautés et dans nos foyers. Il y a parfois des fantasmes, des chimères, la réalité. Comment séparer l'ivraie de la bonne graine? Je pense que la personne qui est mieux placée à le faire, c'est bel et bien le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Coulibaly-Cubière. C'est pourquoi nous l'avons décidé de l'inviter ce matin. Je pense que les journalistes sont là, autant de la presse nationale qu'internationale. Le principe du Presse Corps, c'est cela. L'UNCI convoque toute la presse dans son entièreté, que ce soit ceux qui exercent au plan national ou les correspondants des autres journaux à l'international, pour essayer véritablement de comprendre, pour essayer de poser des questions, pour essayer de démêler parfois des écheveaux inextricables, parce qu'il est important pour nous, qui sommes les éveilleurs de conscience, qui sommes la lumière dans la société, d'apporter la lumière partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques, et nous pensons qu'il est important pour nous vraiment de donner la parole à la personne la mieux indiquée, comme je l'ai dit tantôt, qui est le président de la commission électorale indépendante. Je voudrais donc, à l'entame de mes propos, remercier et féliciter les partis et groupements politiques. Nous avons, à travers vos colonnes, appris la campagne que mène le PDCI, le RHDP et d'autres partis politiques à l'intérieur du pays dans le cadre de cette mission. Permettez-moi donc de remercier également, dans le cadre du lancement de la révision de la liste électorale à Guiglo, la ministre d'État, ministre de la modernisation de l'administration, et le professeur Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI, pour leur présence effective à la cérémonie donc de lancement de la révision de la liste électorale à Guiglo. J'ai également apprécié leur appel à la sensibilisation et au message de paix qu'ils ont lancé à cette occasion. Je pense que c'est comme ça que ça doit être fait. Et ils l'ont bien fait. Nous sommes ici donc ce matin pour échanger avec vous, chers partenaires, hommes et femmes de presse, de médias, communicateurs et autres, qui ventilent les informations pour éclairer nos concitoyens. Vous qui les sortez de la pénombre pour les envoyer au jour. Je veux saisir cette opportunité pour vous donner, s'il demeure encore des zones d'ombre, les informations arrêtées par la Commission électorale indépendante
dans le cadre de l'importante opération de révision de la liste électorale qui a démarré le samedi 19 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national et dans les pays retenus à l'extérieur. Je voudrais également remercier M. le directeur Ago, Christian ici présent, le directeur de l'ONESI, l'Office national de l'identification, qui est parmi nous, au pied levé. Je l'ai informé de ce qu'il était nécessaire qu'il soit avec nous ce matin. De la vieille école où on respecte encore la hiérarchie, il m'a prié de bien vouloir prendre langue avec sa hiérarchie. Ce que je fais. Et le ministre, sans désemparer, lui donnait ordre d'être présent ce matin à cette table pour éclairer encore la lanterne de nos concitoyens en ce qui concerne les documents qui ressortissent à sa compétence, notamment la carte nationale d'identité et le récépissé. Mesdames et messieurs les journalistes, avant tout, il est utile de dire à tous et à toutes que l'opération de la révision vise à mettre à jour le corps électoral. Elle a pour vocation à prendre en compte les changements intervenus dans le corps électoral. Dans l'année, il y a des naissances, il y a des décès, il y a des gens qui sont déchus de leurs droits civils et politiques, il y a des gens qui ont perdu la nationalité, il y a des gens qui ont acquis la nationalité, ainsi de suite. Voilà autant d'éléments qui justifient que chaque année, conformément aux dispositions du code électoral, pour tenir compte de ces mutations intervenues dans le corps électoral, que nous fassions une révision de la liste électorale. Donc voilà tout le sens. Mettre à jour la liste électorale, qui est en fait le premier document qui vous autorise à participer à l'élection. À environ un an, pratiquement, de la prochaine élection du président de la République, vous convenez de la haute importance de la présente opération en cours, aussi bien pour les partis politiques qui ont vocation à conquérir le pouvoir d'État, que pour la population appelée, elle aussi, à choisir les dirigeants. Cela dit, alors sur proposition de la Commission électorale indépendante, le gouvernement a pris le décret 2024-792 du 5 septembre 2024, fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale. En application de ce décret, la période de collecte des données dans le cadre de la révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre 2024 et s'achèvera le 10 novembre 2024. Durant 3 semaines donc, ceux des Ivoiriens qui en remplissent les conditions peuvent se présenter à nos guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour demander leur inscription sur la liste électorale, l'actualisation de leurs données personnelles, y compris le changement de leur lieu de vote, s'ils sont déjà sur la liste électorale, la radiation des électeurs décédés ou des personnes ayant perdu la qualité d'électeur par décision de l'autorité compétente. Les conditions pour demander son inscription sur la liste électorale sont les suivantes. Il faut être ivoirien, être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et n'étant frappé d'aucune incapacité prévue par la loi. En ce qui concerne la condition d'âge, la Commission électorale a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 28 février 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Ainsi, tous ceux des jeunes qui n'auraient pas 18 ans au moment de la période d'enrôlement, mais qui auront atteint cet âge qui correspond à la majorité civile le 28 février 2025, pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, certains acteurs politiques ont, quand ils sont de bonne foi, saisi la commission électorale pour dire qu'il faut que notre action touche le maximum de citoyens. Mais la loi dit que vous devriez avoir 18 ans au moment où vous venez vous enrôler.
parce qu'il faut avoir 18 ans révolus. Mais pour atteindre le maximum de nos jeunes gens, on dit, comme l'objectif de la collecte, c'est la production de la liste électorale, tant que cette liste n'est pas encore produite, tous les jeunes gens qui pourront avoir 18 ans entre-temps, même si ce n'est pas le jour de leur enrôlement, peuvent venir se faire enrôler. Question de ratisser l'âge pour donner une suite favorable à cette requête de nos acteurs politiques. Comme quoi, la commission électorale écoute toujours, mais ce n'est pas tout qu'elle accepte quand ça contrarie la loi. Cette mesure vise donc, comme je l'ai dit tantôt, à ouvrir l'inscription au plus grand nombre possible de nos concitoyens plus jeunes. Pour ces nouvelles inscriptions, les pièces requises sont la carte nationale d'identité en cours de validité. Il faut que la carte nationale d'identité qui va servir à l'enrôlement soit valable. C'est la seule condition. En principe, c'est avec la carte nationale d'identité qu'on vient s'inscrire. Maintenant, si vous n'avez pas la carte nationale d'identité et que vous avez demandé à l'ONESI d'avoir cette carte nationale d'identité, à l'occasion de la constitution de votre dossier, l'ONESI va vous remettre un récépissé attestant de ce que vous avez déposé votre dossier qui est en train d'être examiné. Mais en attendant, on vous remet ce récépissé qui va jouer plus ou moins le même rôle que la carte nationale d'identité. À preuve, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec ce document. Je voudrais donc profiter de votre antenne, de cette aubaine que vous offrez à la Commission électorale indépendante, vos hommes de médias, relais essentiel de la Commission électorale, pour dire ceci. Le récépissé n'a pas de délai de préemption ou de péremption. Je répète, on n'a pas à considérer que le récépissé que le citoyen vient produire est périmé ou est invalide. Non. La date qui se trouve là-dessus, c'est entre le requérant et l'ONESI. Ça n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante. Ce que nous cherchons, et ce que la loi dit, c'est que le détenteur du récépissé de l'ONESI peut s'inscrire avec ce document sur la liste électorale. Il n'est point besoin à nos agents de demander aux requérants, parce qu'ils ont considéré que ce document est périmé, d'aller se faire délivrer un certificat de nationalité. Ça, ce n'est pas vous qui avez pouvoir. Je parle ici aux agents qui sont commis par la commission électorale indépendante sur le terrain de recevoir nos concitoyens. Ce n'est pas votre travail. Dès que le citoyen il a un récépissé, automatiquement, vous l'inscrivez sur la liste électorale. Concernant la carte nationale d'identité, nouvelle formule. Vous savez, cette pièce établit le nom, la date de naissance, le domicile, etc. Mais il y a certaines mentions qui n'y figurent pas pour les non-initiés. Parce que cette carte, à son verso, à son recto, vous allez constater qu'il y a une puce. Et cette puce contient la filiation de l'intéressé. Mais pour préserver l'intimité de l'intéressé, et puis pour mettre l'intéressé à l'abri de beaucoup de fraudes, seules les administrations habilitées à recevoir la présentation de ces pièces ont la capacité de lire ces indications qui sont au dos de cette pièce-là. Alors, quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance n'est pas obligatoire. Je l'ai dit au cours du lancement, mais j'ai pensé que c'était évident. En fait, lorsque nous sommes partis à Guiglo, dans ce centre, il y avait une jeune dame qui est venue avec sa carte nationale d'identité accompagnée d'un extrait d'acte de naissance. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites avec cet extrait d'acte de naissance?
on m'a fait dire que, comme sur le formulaire, il y a des champs qui sont réservés à l'affiliation, et comme l'affiliation n'apparaissait pas sur la carte nationale d'identité, elle est venue avec son extrait d'acte de naissance pour permettre de combler ce vide-là en renseignant ces champs. Si le requérant a son extrait d'acte de naissance, tant mieux. Ça facilite la tâche à la commission électorale indépendante. Mais si le requérant n'a pas d'extrait d'acte de naissance, ce n'est pas une condition pour rejeter sa requête. La carte d'identité seule suffit. Je répète encore, il n'est pas obligatoire d'avoir un extrait d'acte de naissance pour se faire enrôler. L'extrait d'acte de naissance ne fait pas partie des pièces pour se faire enrôler. Mais si vous l'avez, ça facilite la tâche pour remplir les mentions qui ne sont pas contenues sur la carte nationale d'identité. C'est tout. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas une cause de rejet, parce qu'il appartient conformément au décret à la commission électorale de saisir l'ONESI pour nous mettre à disposition la filiation des personnes détentrices de cette carte d'identité. J'insiste là-dessus parce que vous êtes des relais importants pour nous. Donc, il faut que vous le reteniez pour dire, l'extrait d'acte de naissance n'est pas obligatoire. Celui qui l'a, tant mieux. Celui qui ne l'a pas, nous allons nous arranger avec l'ONESI pour nous mettre à disposition les informations nécessaires à ces champs relatifs à la filiation de l'intéressé. Donc, il y a 3 pièces, pas cumulatives, mais c'est alternatif. Soit vous avez la carte d'identité, à défaut, le récépissé, à défaut, le certificat de nationalité. On est d'accord là-dessus? Bien. Il ne faut pas que quelqu'un aille dire que le président de la commission électorale dit qu'il y a un extrait d'acte de naissance qui est obligatoire. Non, l'extrait d'acte de naissance n'est pas obligatoire. Quand je l'ai dit, c'était pour expliquer pourquoi la dame avait son extrait d'acte de naissance. Aidez-nous à informer nos parents. Ne cherchez pas la petite bête. Faisons de sorte que cette petite bête ne vienne pas troubler notre quiétude. Le gouvernement, à son tour, a également décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en le délivrant gratuitement. Mais ça là, ce n'est pas à la CEI qui ont fait ça. C'est au tribunal. J'ai envie de parler comme le plus simple ivoirien, comme c'est moi, comme moi. Donc, à chaque fois, oui, la CEI n'a pas fait ceci, la CEI n'a pas fait cela. Le certificat de nationalité, ce n'est pas chez moi. La carte nationale d'identité, ce n'est pas chez moi. Mais malheureusement, ou heureusement, nous, on s'en sert pour faire notre travail. Voilà pourquoi ça a des rapports avec nous. Mais sinon, ce n'est pas à la CEI qu'on fait ça. Même les personnes décédées, ce n'est pas à la CEI qu'on les déclare. Mais on met tout ça sur le dos de la CEI. Vous n'avez pas remarqué qu'en rentrant, j'étais courbé, mais parce que c'est lourd. Pour ce qui concerne les requêtes tenant à la modification des données personnelles, il faudrait simplement au requérant d'apporter la preuve de cette modification. Si vous dites que vous avez changé de lieu du vote, vous êtes parti dans une autre circonscription, il faut nous rapporter la preuve que vous résidez dans ces lieux, parce que l'article 9 du Code électoral précise très bien qu'il faut que vous précisiez, vous devez vous inscrire soit à votre domicile, soit dans votre résidence. Même si le primo-électeur n'a pas la preuve à faire pour ce qui concerne son domicile ou sa résidence, mais il est obligatoire que chacun soit dans sa résidence ou dans son domicile. C'est là-bas qu'on s'inscrit. Je ne sais pas si c'est clair. Pour les demandes de changement de lieu de vote, ne peuvent y procéder que les électeurs qui attestent d'un changement de domicile ou de résidence, ou qui peuvent justifier le paiement de l'impôt dans le nouveau lieu où ils souhaiteraient être affectés. C'est-à-dire qu'il faut que toujours vous fassiez la preuve
de ce que vous êtes domicilié ou bien vous résidez dans tel autre lieu. Je voudrais préciser 2 mesures concernant le changement des lieux de vote pour la présente opération. Il ne sera plus nécessaire de produire un certificat ou une attestation de résidence pour les changements des lieux de vote à l'intérieur d'une même sous-préfecture ou d'une même commune. Suffisent donc, dans ce cas-là, la requête et la carte nationale d'identité. Je suis à Cocody, je déménage ou j'aménage à la Riviera, c'est toujours la commune de Cocody. Il n'est point besoin de demander un certificat de résidence à une telle personne. Mais quand je quitte Cocody pour aller à Makori, il faut que j'y rapporte la preuve que je réside à Makori, qui n'est plus la même commune. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, l'option de changement des lieux de vote en ligne est suspendue. Tous les requérants devront donc se présenter physiquement à nos guichets dans les centres d'enrôlement. Sur ce point du changement des lieux de vote, qui charrie souvent avec des velléités de ce qui est convenu d'appeler la transhumance, l'occasion me paraît appropriée pour rappeler à tous les règles qui encadrent l'inscription dans un lieu et les sanctions applicables en cas d'inscription frauduleuse. À cet égard, l'article 9 du Code électoral précise ce qui suit. Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire au choix sur la liste électorale de l'une des circonscriptions électorales suivantes: celle dans laquelle il a son domicile, celle dans laquelle il a sa résidence depuis au moins 6 mois à la date de démarrage de la révision de la liste électorale, celle au titre de laquelle il figure pour la 5e fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes, c'est-à-dire là où il paye les impôts, celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. Quiconque, c'est la disposition qui continue, s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions, ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 1 million. Ça veut dire que quand vous voulez vous inscrire sur la liste électorale, il faut que ça soit dans votre domicile, là où vous êtes domicilié, pas forcément dans votre domicile à l'intérieur. Je veux dire là où vous êtes domicilié, où vous résidez. Voilà. Même le primo-électeur. Mais la différence entre le primo-électeur et les autres vient de ce que le primo-électeur n'a pas la preuve à faire. Mais si quelqu'un conteste sa résidence, il devra rapporter la preuve de son domicile. Il ne doit pas s'inscrire. Parce que la liberté de produire ou bien l'inexistence de l'obligation de produire la preuve et puis avoir son domicile sont 2 choses qui sont bien différentes. Le législateur dit: tu n'as pas à faire la preuve de ton domicile ou de ta résidence. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir ta résidence dans le lieu où tu devras te faire enrôler. Est-ce que c'est clair? On aura l'occasion de revenir là-dessus. La commission chargée des élections peut ordonner sa radiation de la liste électorale de la circonscription concernée. S'il est établi que vous avez fraudé sur votre domicile, sur votre résidence, c'est-à-dire que vous vous êtes enrôlé dans un lieu où vous n'avez ni votre domicile, ni votre résidence, en plus des sanctions pénales que j'ai lues tout à l'heure, la commission peut par décret, elle, décider de radier votre nom de la liste électorale. Je voudrais donc vous demander d'en faire, mesdames et messieurs, hommes de médias, le plus large écho afin que nul n'en ignore. J'ai donné les instructions pour une vigilance plus accrue en ce qui concerne cet aspect. Et nous veillerons à l'application de ces dispositions. Enfin, revenant sur la question de la radiation des personnes décédées, cette année, la Commission électorale indépendante a institué une innovation consistant à permettre la radiation des électeurs décédés dès l'étape de l'enrôlement ou de la collecte des données. Il faut pour ce faire que l'électeur présente
les documents justificatifs au lieu de vote de l'électeur décédé. Il s'agit de son acte de décès ou son certificat de décès ou encore du certificat de genre de mort. C'est-à-dire que quand vous venez vous faire enrôler, vous pouvez profiter pour dire, mais moi, mon oncle est décédé. Il votait ici, il est sur la liste électorale, voilà son acte de décès. On peut profiter de votre inscription pour radier cette personne de la liste électorale. Par le passé, ce n'était seulement qu'à l'occasion du contentieux qu'on faisait une telle opération. Maintenant, on peut le faire aussi bien pendant l'enrôlement que pendant le contentieux. Tout ceci pour faciliter la sortie des personnes qui sont décédées de notre liste électorale. Sur le terrain, mesdames et messieurs, pour cette opération, la Commission électorale indépendante a créé 1022 lieux en plus. Ce sont donc au total 12 089 lieux de recensement qui sont ouverts pour accueillir les requérants. Je répète, il s'agit de 12 089 lieux de recensement qui sont ouverts pour accueillir nos concitoyens. Vous trouverez donc 3 agents par lieu de recensement, dont un chef de centre, un agent formulaire et un opérateur tablette. Ils ont tous été formés pour vous accueillir, vous guider ou vous informer éventuellement et faciliter votre enrôlement. Le programme hebdomadaire est le suivant. En Côte d'Ivoire, du mardi au dimanche, de 8h à 17h. À l'étranger, du vendredi au dimanche, de 8h à 17h. Permettez-moi d'insister enfin d'évacuer la critique sur notre capacité d'enrôlement. En effet, nos machines sont configurées pour capter 50 requérants par jour, soit une capacité maximum d'absorption de plus de 13 millions de requérants sur la période de 23 jours projetée, c'est-à-dire environ 3 fois le nombre de potentiels électeurs de 4 500 000. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous venez dans nos guichets peuvent enrôler par jour au minimum 50 personnes. Si vous venez pendant les 23 jours, quand vous multipliez 50 personnes par lieu de recensement, multiplié par 12 089 et multiplié par 23 jours, on a plus de 13 millions de requérants qu'on peut enrôler si on le fait 50 par jour. Vous voyez? Or, combien on a à rechercher comme gap? Il y a 4 500 000 électeurs potentiels à rechercher. Donc ça veut dire que les 23 jours, si chacun de nous tient parole, il n'y a pas de problème. On pourra résorber le gap des 4 500 000 électeurs potentiels à inscrire sur la liste électorale. Donc, il ne faut pas que les uns et les autres s'inquiètent. Allez exhorter la population à venir s'inscrire. Vous trouverez la commission devant vous. Je voudrais donc à cette tribune vous donner la primeur des premiers chiffres provisoires. Sur 75% des lieux de recensement qui ont remonté les chiffres des 2 premiers jours, l'on enregistre ceci. 65 876 requérants qui se sont présentés à nos guichets. Je reprends. Pour ces 2 jours passés, pour ce qui nous est parvenu du terrain, nous avons 65 876 requérants qui se sont présentés à nos guichets, dont 30 456 requérants de la catégorie des électeurs sollicitant la modification des données personnelles ou des changements de lieu de vote. Et puis, 35 420 requérants qu'on appelle les primo-électeurs. Malheureusement, jusqu'à hier, ce sont plutôt 5 798 lieux de vote, lieux de recensement ouverts qui n'ont reçu aucun requérant, malgré les promesses d'engorgement. Je reprends.
il y a 5 000 sur les 12 000, il y a 5 798 lieux de recensement qui n'ont reçu aucun requérant. Alors qu'on nous a dit qu'on allait plier sous le poids de la présence des potentiels électeurs. Je préfère vous prendre à témoin. Parce que c'est chez vous qu'ils viennent pour dire qu'il faut leur donner 3 mois, 6 mois, 1 an. On a commencé. Il y a 5 000 de nos guichets qui sont restés ouverts. Il n'y a même pas eu quelqu'un pour venir demander. Et c'est surtout sur le territoire ivoirien. Chers amis de la presse, je suis ici donc devant vous en raison de la spécificité de votre corps. Votre rôle est déterminant dans la vie de la nation et dans l'animation de la démocratie. Vous informez, hommes de médias, vous éduquez, vous sensibilisez le public sur les sujets essentiels de la nation. Et l'élection est un sujet essentiel, voire indispensable dans la démocratie. Voilà pourquoi je vous prie de bien vouloir jouer ce rôle qu'on attend de vous. La commission électorale indépendante, comme vous avez pu le constater depuis quelques années, ne ménage aucun effort pour sensibiliser les populations sur les questions électorales. Nous essayons humblement de faire notre part et même d'aller au-delà. Parce que voyez-vous, la commission, je le disais tantôt, utilise les actes par d'autres administrations. La commission, dans l'exécution de sa mission, est tributaire de beaucoup d'administrations, dont le ministère de la Justice, dont le ministère de l'Intérieur, à travers l'ONESI, à travers les centres d'état civil. Donc vous comprenez que pour mieux comprendre notre mission, on est obligé d'expliquer la mission des autres. Certains peuvent considérer cela comme un bavardage ou même comme une usurpation de titres, mais nous le faisons pour mieux faire comprendre notre mission. Nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs de la presse. Nous avons besoin que vous nous accompagniez franchement dans cette mission. Dans cette période de révision de la liste électorale, je vous exhorte donc à vous engager pleinement dans la sensibilisation. Parlez autant que possible à nos compatriotes qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale pour qu'ils viennent le faire. Donnez au public les informations essentielles pour le faire et expliquez-leur les enjeux de cette opération. Dites-leur que s'inscrire sur la liste électorale est un droit qu'on ne doit pas bouder. J'espère pouvoir compter sur vous pour une augmentation substantielle du nombre d'inscrits sur la liste électorale. Et vous avez toujours joué votre rôle, mesdames et messieurs, hommes de médias. Monsieur le Président de l'UNJCI, chers amis, chers partenaires de la presse, je voulais également vous interpeller sur une calamité qui mine nos sociétés et singulièrement les processus électoraux depuis quelques années. Je voulais parler ici des fake news, de l'infox, de l'intox et de la désinformation et surtout de la désinformation électorale. Certes, le phénomène n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un fléau à combattre farouchement. C'est pourquoi j'en appelle à votre responsabilité d'hommes et de femmes de l'information. Il n'est pas acceptable que certains d'entre vous se livrent à cette pratique nuisible au processus électoral et donc à la cohésion et à la paix sociale. Je vous invite donc à demeurer le baromètre de l'information. Quand la toile s'enflamme, les citoyens doivent pouvoir se réfugier chez vous pour être rassurés. Je sais, nous le savons tous, nombre de nos médias sont adossés à des opinions politiques. Il n'est pas interdit de prendre parti. En revanche, c'est peu de dire qu'il n'est pas moralement bon d'être de mauvaise foi. Je souhaite que nos informations soient justes et équilibrées, quitte à chacun de faire ses commentaires
ses analyses ou ses interprétations, mais au moins relater les faits, car les faits sont sacrés, vous ne cessez de nous le rappeler. Venez à nous, la commission électorale reste ouverte à toutes les questions. Avant de terminer, je voudrais vous exhorter à lire et à relire la Constitution, la loi portant composition, organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, le code électoral et tous les textes de loi, décrets, ordonnances et décisions annexées aux questions électorales pour votre gouverne, votre culture et votre crédibilité. Il ne faut pas que demain, après 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, qu'on vienne dire non, mais les dispositions légales ne disaient pas ci, ne disaient pas ça. C'est maintenant qu'il faut aller s'abreuver à ces sources légales. À chacun de faire son interprétation. Ce n'est pas parce que tel politicien a dit ceci ou cela que c'est forcément parole d'évangile ou coranique. C'est selon la confession de chacun. Confronter la commission électorale indépendante au test. J'aime bien quand on dit le président de la CEI a violé les tests. Voilà. Rappelez-moi à l'ordre. Mais il faut que ce soit vérifié. De toutes les façons, je ne compte pas sur vous pour me défendre. Moi-même, je vais me défendre. Mais au moins, que chacun dise ce qui est. Monsieur le président de l'UNJCI, mon cher frère, chers sœurs des médias, je suis à vous. Je me soumets à vos questions. Je sais que certains m'attendent avec des questions précises, dites d'actualité. Je veux cependant éviter la polémique. Je vous demande pardon. Évitons la polémique. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est comment sensibiliser nos compatriotes à s'inscrire sur la liste électorale. Voilà, à mon sens, le sujet d'actualité. Laissons tous les autres là où ils sont. La commission a vocation de sensibiliser les citoyens à venir s'enrôler sur la liste électorale. Je prends toujours cet exemple. Nous sommes comme des faiseurs de briques. Nous vous donnons les briques. À vous de construire la maison de votre choix. C'est sur ces mots que je voudrais clore momentanément mes propos et vous remercier de votre aimable attention. Je vous remercie. Vous êtes pour nous un relais. Vous êtes pour nous une source essentielle dans notre mission. La mission de la commission électorale indépendante est encadrée aussi bien par le code électoral que par les tests subséquents. C'est pour cette raison que l'article 11 du code électoral dit que l'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques d'exécution sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la commission électorale indépendante. Suite donc à cette disposition, je vous remets ici le code électoral, normes juridiques qui encadrent les activités de la commission électorale pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est le président de la commission qui légifère seul, et également le décret en application qui détermine toutes les péripéties, toutes les étapes de la révision de la liste électorale, afin que nul n'en ignore, parce que par vos soins, vous allez en être le relais. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. DHM TV, vivez une excellente aventure télévisuelle.